Monsieur Francis Zenz. Merci Jean-Jacques. Merci d'avoir challengé le public. Bonjour tout le monde. Vous êtes en forme, pas trop mangé? Vous êtes en pleine digestion? Oui? Ok. Bon, alors va falloir challenger votre estomac ou votre cerveau, tout dépend. Alors, d'abord, une question. Le titre Challenge ton mindset. Qui connaît le mot mindset? Pour tout le monde, c'est familier? Levez la main. Oui, familier. Qui ne connaît pas ce mot mindset? Ah, il y a des curieux. Ah, ok. Qui saurait définir ce mot mindset? Eh bien, c'est ce que je me propose de faire, de vous définir ce mot. Laissez-moi d'abord faire l'introduction. Alors, à la fin de cette conférence, votre cerveau ne sera plus jamais le même, et surtout pas le même que maintenant. Ah oui, challenge, une promesse. Voilà. Alors, il y a un monsieur qui vient d'avoir 94 ans, le 31 mai, un Américain, cinéaste. Vous voyez qui je veux dire? Clint Eastwood. Et un jour, on lui a demandé, il n'y a pas longtemps, qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qu'allez-vous faire aujourd'hui? Et Clint, il répond, je vais faire un nouveau film. Et puis on lui demande, mais qu'est-ce qui vous motive à réaliser un nouveau film? Et il dit, tous les matins, je me lève et je ne laisse pas entrer le vieil homme en moi. Donc il se challenge tous les jours pour rester jeune. Est-ce que vous-même, vous aussi, vous êtes prêt à vous challenger pour justement challenger votre mindset, votre état d'esprit? Ah, je vois un petit oui. Ok. Alors, je vais vous proposer un grand oui. Et si vraiment vous avez envie de challenger votre mindset, je vous invite à vous lever. Alors déjà, il faut challenger votre corps, hein, justement, qui est en pleine digestion, par là. D'accord? Voilà, super. Bravo. Bien. Eh bien, je vais vous montrer dans un instant une image. Et je vais vous demander ce que vous voyez. Spontanément, vous allez le crier très fort, hein, pour que tout le hall puisse l'entendre. D'accord? Vous êtes prêts? Ok? Alors, attention, que voyez-vous? Un cube! Bravo! Bravo, 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 parce que vous voyez quelque chose que vous appelez un cube. Qui a dit quelque chose d'autre? Ah, non, personne. Alors, regardez. Le problème, c'est que, non, il n'y a que des traits, vous êtes d'accord? Il n'y a que des traits, et c'est un écran en 2 dimensions. Mais dans votre cerveau, vous voyez un cube. Alors, je vous rassure, moi aussi. Effectivement. Et vous pouvez vous rasseoir. Voilà, c'était pour justement mieux digérer. Vous avez dû challenger votre corps. Alors, oui, vous avez dit un cube, ça sous-entend que vous le voyez en 3 dimensions. Mais en réalité, il n'y a que 2 dimensions. Et ce n'est que votre cerveau qui crée cette 3e dimension. Ce n'est pas une réalité. Donc vous voyez déjà que là, il y a un challenge. Alors, prenons quelques traits et regardez, j'imagine que vous faites un tout petit effort et vous voyez un lit. Oui, un tout petit effort, voilà, ok. C'est facile, non? Si, non? Une chaise, ah, d'accord, ok. C'est vrai, selon l'angle où on regarde, c'est vrai, tout à fait, on peut voir une chaise. Bon, on appelle ça des illusions d'optique, regardez. Vous connaissez sûrement, vous avez sûrement déjà vu, vous en doutez bien que les 3 bonhommes, ils sont identiques. Et pourtant, celui à gauche, il est plus grand que celui de droite. Vous voyez? Regardez, la preuve, c'est la même dimension. Il n'y a pas de triche. Vous voyez? Alors, on parle d'illusion d'optique. C'est une question de perception. Donc déjà, rien que challenger son mindset, ça veut dire déjà dans notre manière de percevoir la réalité. Alors, regardez cette image, peut-être que vous l'avez déjà vue. Ça s'appelle l'image de Thatcher. Vous avez déjà vu cette image? Elle est sympa, cette personne. Bon, mettons-la dans le bon ordre, à l'endroit. Vous voyez, hein? C'est quand même fou qu'on puisse voir autre chose quand c'est à l'envers. Hein? Et puis récemment, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert une image qui circulait sur le net. Un graphiste et une ville qui a voulu faire la pub pour le Cher. Regardez. Le graphiste, peut-être que vous lisez autre chose. Hein? Ok? D'accord? Est-ce que le graphiste l'a fait exprès ou pas? Allez savoir. En tout cas, hein, c'est facile de lire autre chose. Eh bien, ça nous amène au premier aspect. Quand on parle de mindset, ben déjà, c'est lié à notre manière de percevoir les choses.
Vous voyez? Alors il y a trois notions derrière ce mindset. Il y a premièrement, bien sûr, notre manière de percevoir les choses. Alors regardez une vidéo. Ce masque d'Einstein tourne sur lui-même dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Quand le côté creux apparaît, notre cerveau nous le fait voir en relief. On a beau savoir qu'il s'agit d'une illusion, on se fait quand même avoir. En fait, ce qu'on voit là, c'est notre modèle interne, et non les informations telles qu'elles nous sont transmises par nos yeux. C'est notre modèle interne et non la réalité. Eh bien, c'est pour ça que nous devons challenger notre mindset, parce que l'erreur est humaine, justement, à cause de ce problème-là, de notre mindset. Et revenons à Clint Eastwood. Vous vous rappelez? Tous les matins, il se lève, il ne laisse pas entrer la vieille personne en lui. Eh bien, la première fois que j'ai raconté cette conférence, cette anecdote dans une conférence, j'ai eu la critique suivante. On m'a dit, oui, mais Clint Eastwood, moi je ne l'aime pas, d'autant qu'il est pour les armes à feu. Alors, bon, peut-être que c'est vrai, peut-être que... Ok. Donc sous-entendu, bien sûr que la personne qui a fait cette remarque était contre les armes à feu, aux États-Unis, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a un lien entre l'anecdote, comme quoi il challenge son état d'esprit tous les matins en ne laissant pas entrer la vieille personne, et le fait qu'il soit pour ou contre les armes à feu? Il n'y a aucun lien. Et pourtant, cette personne l'a fait. Mais je ne veux pas critiquer la personne, elle s'appelle Nicolas. C'est facile, parce que nous le faisons tous. C'est-à-dire que nous abordons un sujet avec déjà un préjugé. Vous voyez? Alors ça porte un nom, ça s'appelle un biais cognitif. Tout le monde connaît le terme de biais cognitif? Levez la main? Ouais. Ok, voilà, je vois que c'est familier. Eh bien, voilà, malheureusement, nous faisons ces biais cognitifs font que... Alors ça, c'est un biais d'ancrage, c'est-à-dire que nous avons déjà une première impression concernant le sujet ou la personne, qui fait que nous n'allons pas écouter l'information majeure qui est challenger son mindset, c'est-à-dire ne pas laisser entrer la vieille personne, mais non, Clint Eastwood, il est mauvais. D'accord? Et ça vient effectivement, c'est la faute à ces biais cognitifs. Alors qu'est-ce qu'un biais cognitif? Un biais cognitif, ce sont des raccourcis que notre cerveau utilise parce que nous avons tellement d'informations à traiter. Ce matin, mon ami québécois Vincent, qui est derrière la technique, disait que nous traitions 11 millions d'informations par seconde. C'est bien ça, Vincent? Et oui, malheureusement, il y a tellement d'informations que nous devons traiter à la seconde que nous devons prendre une sélection, une faible quantité. Si je me rappelle, 40, que disait Vincent. Donc comment nous faisons? Eh bien, parce que nous devons utiliser des raccourcis. Malheureusement, le côté négatif de ces raccourcis, c'est que nous faisons des erreurs de jugement. Donc, un biais cognitif, ce sont les erreurs de jugement. Alors, le problème, c'est qu'il en existe plus de 250 biais cognitifs identifiés. Regardez, les voici. Bon, ici, je ne suis pas là pour vous dire lesquels il faut retenir. D'ailleurs, j'en connais que 2-3, la preuve. Mais regardez, je vais vous donner le biais cognitif le plus important à mon avis. Le premier qui a été identifié en 1966. Le voici. Code AD47. Alors, attendez. Challenge ton mindset. Là, je vais vous challenger. Vous êtes prêts? Vous êtes d'accord? OK? Ça, c'est un test qui a été émis en 1966 pour mettre en évidence ce premier biais cognitif. Bon, maintenant que vous le savez, peut-être que déjà il y a un biais cognitif qui est en train de s'installer. Alors voilà, ce psychologue, Peter Wason, il a fait le test suivant. Il a dit, alors ce sont des cartes. D'un côté, il y a une lettre et de l'autre côté, il y a un chiffre. Donc derrière le A, de l'autre côté, il y a un chiffre. Derrière le D, de l'autre côté, il y a un chiffre. Derrière le 4, de l'autre côté, il y a une lettre. Derrière le 7, de l'autre côté, il y a une lettre. Donc il dit la chose suivante, il affirme la chose suivante. Si derrière chaque A, il y a un 4, je répète, si derrière chaque A, il y a un 4, combien de cartes ou quelles sont les cartes qu'il faut absolument retourner pour vérifier l'affirmation? Est-ce que la consigne est claire?
Ça c'est oui, et ça c'est non. Alors, qui pense qu'il faut absolument retourner la carte où il y a le A? Levez la main. Voilà, hein, une majorité. La carte où il y a la lettre D, est-ce qu'il faut retourner la carte avec la lettre D? 2, 3 mains qui se lèvent. La carte où il y a le 4, une majorité. La carte où il y a le 7, 2, 3 mains. Eh bien, nous venons de reproduire exactement le test qui a été fait en 1966, puisque, bien sûr, il faut retourner la carte avec le A pour vérifier s'il y a un 4 derrière, bien sûr. La D, ben non, ça ne sert à rien. La 4, hein, vous avez été une majorité à dire pour la 4, c'est bizarre. Hein. L'affirmation, écoutez bien, c'est derrière chaque A, il y a un 4. Ça ne veut pas dire derrière un 4, il y a un A. C'est ce que malheureusement nous cherchons à faire. Alors que nous devrions tourner la carte 7, parce que si derrière le 7, il y a un A, l'affirmation est fausse. Et donc ici, ce test AD47 met en évidence que nous cherchons d'abord des informations qui confirment ce que nous savons, ce que nous croyons, plutôt que de faire l'inverse qu'il faudrait faire, chercher l'information qui infirme ce que nous croyons. Et donc ça s'appelle un biais de confirmation. Et ce biais-là, malheureusement, il est beaucoup présent dans notre vie, dans notre quotidien. AD47. Voilà le code. Okay. Alors il se trouve que, donc ça c'est le premier biais en 1966, et depuis, grâce à Kahneman, un économiste et psychologue prix Nobel, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, au début d'année, il a mis en évidence ces notions de biais cognitifs. Alors regardez, Peter Wison, il est décédé en 2003, voici sa pierre tombale, et ils ont mis le code AD47 sur sa pierre tombale. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on va trouver si on retourne la pierre tombale? Voilà, donc vous voyez, il y a un certain nombre de biais cognitifs, il en existe 250, et je voudrais encore vous donner un dernier biais cognitif. Et pour ça, je vais vous montrer une vidéo d'un monsieur qui est un grimpeur. Ça se passe en Californie, à Yosemite. Tout le monde connaît Yosemite? Half Dome, vous allez voir, vous allez le découvrir, c'est magnifique. Regardez, ça dure 30 secondes. Il y a un sous-titrage. Hello, I'd like to show you guys 30 seconds of the best day of my life. Il est à 750 mètres d'altitude, sans corde de protection, de sécurité. C'est le premier au monde à réaliser cet exploit. C'est une folie. Il a réalisé ça en 2017. Il va le dire. So that was El Capitan in California's Yosemite National Park. And in case you couldn't tell, I was climbing by myself without a rope, a style of climbing known as free soloing. That was the culmination of nearly a decade-long dream. And in the video, I'm over 2,500 feet off the ground. Seems scary? Yeah, it is. Which is why I spent so many years dreaming about soloing El Cap and not actually doing it. But on the day that video was taken, it didn't feel scary at all. It felt as comfortable and as natural as walking the park, which is what most folks were doing in Yosemite that day. Today I'd like to talk about how I was able to feel so comfortable and how I overcame my fear. I'll start with a very brief version of how I became a climber, and then tell the story of my two most significant free soloists. They were both successful, which is why I'm here. But the first... Voilà, il l'a réussi, sinon il ne serait pas là pour en parler. Mais ce qui est intéressant, c'est que... Donc il donne cette conférence en 2018. Ce qui est intéressant, il a dit, il en a rêvé pendant 10 ans de réaliser cet exploit. Et il s'est préparé pendant 6 mois, c'est-à-dire tous les jours, avec une équipe, il allait grimper un tronçon sécurisé, bien sûr, il avait des cordes de sécurité, et il avait un copain qui a engagé une équipe de cinéastes pour filmer à chaque étape. Et puis surtout, quand il est arrivé vers la fin de son entraînement, il est à 150 mètres d'altitude,
toujours encordé. Il est là au pitch 6. Et là, il glisse, il dérape. Il fait une chute de 9 mètres. Il a une entorse. Et puis, 3 semaines plus tard, il se remet à grimper. Et le jour J arrive. Le jour J arrive. Et là, à nouveau, il est au pitch 6. Et cette fois-ci, il hésite. Il hésite parce qu'il a préparé pendant des mois. Il a engagé toute une équipe de caméramans. Il avait toute une équipe qui était là pour le protéger aussi pendant la préparation. Et il hésite. Et là, il ne le sent pas. Et il renonce. Alors oui, il renonce et il a réalisé l'exploit 1 an plus tard. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand on a engagé beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de temps dans une action, il est parfois très, très, très difficile de renoncer. Et ça porte un nom. Alors ici, le voici devant le El Capitan, qui fait 950 mètres de haut. Le voici au sommet. Et justement, comment je connais cette histoire? Parce qu'il y a une dame qui s'appelle Annie Duke, qui parle d'un livre qui s'appelle Quit, qui est la stratégie des leaders, l'art de renoncer au bon moment. Eh bien, c'est un biais cognitif de pouvoir renoncer au bon moment. On souligne moins l'exploit mental qu'a constitué le fait de renoncer au pitch 6 et de faire demi-tour. Eh bien, ce renoncement, ça s'appelle le biais des coûts irrécupérables. Et ça s'appelle aussi l'effet Concorde. Oui, parce que le Concorde, c'est un échec commercial. C'est qu'on était déjà avancé tellement dans ce projet-là qu'on ne pouvait pas y renoncer. Et c'est pour ça, même s'il n'a volé que pendant quelques années, il n'y avait que 2 lignes sur lesquelles il volait. Donc, prendre une décision, c'est facile, la remettre en cause, c'est beaucoup plus difficile. C'est un biais cognitif et nous devons en avoir conscience de ces biais cognitifs. Donc le mindset, c'est une question de perception, mais aussi une question de modèle mental, c'est-à-dire notre manière de penser. Il y a encore un 3e critère pour définir notre mindset. Ce 3e critère, eh bien, c'est le suivant. Comme Jean-Ange m'a présenté, ça fait quelques décennies que je suis dans ce métier. Et tout au début, j'ai eu la chance d'animer une formation en gestion du temps. Et un jour, je me prends une claque, c'est-à-dire des appréciations catastrophiques. C'était la 3e fois que j'animais cette formation. Je ne l'avais jamais fait auparavant. La première que j'ai animée, ça s'est très très bien déroulé. La 2e, très très bien. Et la 3e, catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé entre? Pourquoi, à la 3e, je me prends une claque alors que je l'avais déjà fait? Eh bien, pour la raison suivante, c'est que là, la première fois, bien sûr, vous imaginez bien, je n'avais jamais animé 2 jours de formation sur la gestion du temps. La veille, à minuit, j'étais encore en train de réviser. La nuit, j'étais encore en train de réviser dans ma tête. La 2e fois que je l'ai fait, bien sûr, je me suis encore préparé, un petit peu moins déjà. Mais alors la 3e fois, je me suis dit, ça va, maintenant tu connais ton métier, tu connais ton sujet. Et c'est là que je me suis pris une claque. Et comme dit Jeff Bezos, it's always day one. C'est chaque fois la première fois. Nous devons à chaque fois partir dans un événement, dans une action, dans une tâche, comme si c'était la première fois. C'est notre état d'esprit, notre mindset, si vous voulez, qui est important. Et donc, cette 3e fois, c'est notre manière d'aborder une situation. Donc, posez-vous là. Aujourd'hui, comme l'a dit aussi Jean-Ange, je suis membre fondateur de l'Association française des conférenciers professionnels, association fondée en 2008. Donc, vous imaginez que ça fait 16 ans au moins que je suis dans cette association. Et pourtant, chaque fois que je donne une conférence, j'ai un peu de trac, bien sûr, je vous l'avoue. Hein. Parce que si je n'avais pas, je ne serais pas vigilant. Alors, il y a encore un 3e critère qui est très important. Maintenant, comment s'en sortir? Eh bien, premièrement, il y a Philippe Tetlock qui a dit qu'il existe 3 modes de pensée.
Le premier mode de pensée, c'est le mode du prédicateur. Celui qui affirme, celui qui met en avant les aspects positifs, celui qui argumente pourquoi c'est bon de faire ça, genre Steve Jobs. Et puis, à l'opposé, il y a le procureur, celui-là qui est la personne qui va chercher pourquoi ça ne marche pas, quels sont les défauts. Il va parler à charge. Et la personne qui va vous aider à s'en sortir, eh bien c'est lui, c'est le scientifique. Le scientifique parce qu'il doute, il remet en cause, il dit oui c'est vrai ou plutôt oui il dit c'est vrai mais pas forcément partout. Alors, la première fois que j'ai donné cette conférence, on m'a fait une deuxième critique. On m'a dit, oui, c'est bien Francis, mais il n'y a que des hommes dans ta présentation. C'était Alice et du coup, comment elle s'appelle la deuxième? Tu la connais? Aide-moi. Elle va m'en vouloir. Il y a Alice et une autre femme qui sont venues me voir. Elle me dit, Francis, il n'y a que des hommes. Ça s'appelle un biais de genre. D'accord? Un biais de genre. Donc du coup, maintenant, il faut que je les cite, bien sûr. Et donc, voilà, j'ai changé scientifique, j'ai mis Marie Curie. Elle vaut bien des milliers de femmes, puisqu'elle a 2 prix Nobel quand même, cette dame. Hein? OK? Alors, j'ai une formation de scientifique, j'ai une formation d'ingénieur. Donc, rappelez-vous Clint Eastwood, quand on me dit que Clint Eastwood, eh bien, il est pour les armes à feu. À votre avis, qu'est-ce que je suis allé faire? Je suis allé vérifier. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Des intox, États-Unis, non, Clint Eastwood n'est pas un porte-étendard des armes à feu. Il paraît même, j'ai trouvé un autre document, comme quoi depuis 1973, il était pour une limitation des armes à feu. Vous voyez? Donc, adopter l'attitude du scientifique pour pouvoir s'en sortir. Donc, le mindset, nous ne sommes pas influencés par les faits, mais par les opinions que nous avons sur les faits. Donc, comment développer ce mindset de scientifique? Eh bien, pour ça, il faut que je vous raconte une anecdote. Un jour, j'ai coaché un manager et je lui ai demandé s'il était curieux. Est-ce que vous êtes curieux? Levez la main qui est curieux. OK. Bon, maintenant, si je dis non, vous n'êtes pas curieux. C'est ce que j'ai dit au manager. J'ai dit non, moi je pense que tu n'es pas curieux. Parce que lui, il m'a dit qu'il était curieux. Alors, à votre avis, où est le problème? En fait, quand je lui ai dit tu n'es pas curieux, il m'a répondu oui, mais c'est ton avis. Ah, peut-être. Quelle question aurait-il dû poser? Pourquoi je dis ça? Exactement. D'accord? Ben oui, parce que c'est une question, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot curiosité, être curieux? Et je dis, déjà, si tu me poses la question, c'est que tu es au moins curieux de savoir pourquoi j'ai un autre avis. Et là, nous sommes partis sur chercher une définition. D'abord, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot curiosité? Être curieux. Apprendre de nouvelles choses, approfondir un sujet qu'on croit connaître. Vous voyez? Alors, justement, découvrir un nouveau sujet, et voilà comment, en tant que scientifique, on appelle ça la curiosité. C'est de la libido sciendi. Eh oui, le désir de savoir. Eh oui. Alors, comment développer son désir de savoir? Eh bien, pour ça, la roue de l'émerveillement. À la base, il faut être curieux. Il y a la curiosité. Comment ça se manifeste, la curiosité? Vous l'avez vu, vous l'avez dit? En posant des questions, le questionnement, d'accord? Mais qu'est-ce qui manque la plupart du temps? Des réponses? Alors, ce n'est pas les réponses qui manquent. Qu'est-ce qui manque? Il faut oser, oui? La réflexion. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, la réflexion, il faut peut-être creuser, hein, ok. L'intérêt, c'est dans notre manière d'accueillir la réponse. Parce que la plupart du temps, quand la réponse ne nous plaît pas, ne nous convient pas, nous n'allons même pas chercher à comprendre, d'accord? Et c'est pour ça qu'il faut être dans l'émerveillement de l'information qui vient vers nous. Du moins dans un premier temps, parce que la plupart du temps, la première réaction que nous avons, c'est quoi? C'est oui, voilà, ok? Donc la curiosité, c'est une condition. Le questionnement,
c'est l'action. Ce que nous pouvons faire, poser des questions. Et alors aussi, bon, je ne vais pas vous faire un cours sur les différentes formes de questions. Hein. Vous savez qu'il y a des questions ouvertes et des questions fermées. Voilà. Lesquelles il faut poser, si on est curieux, ouvertes. Merci. Merci pour votre participation. Et l'émerveillement, ça c'est le mindset, c'est-à-dire vraiment, ok, je ne comprends pas ce que tu dis, j'accueille ce que tu me dis. Je me rappelle un jour, j'étais en Alsace, je donnais une conférence dans une association d'haltérophiles. Et donc, conférence sur la communication, c'était il y a bien longtemps. Et à la fin, j'étais invité au déjeuner. En face de moi, il y avait le président, Guy, je ne me rappelle plus de son nom de famille, parce qu'il nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça. Et Guy, costaud, haltérophile, etc. Donc, à un moment donné, je lui pose la question, Guy, à part l'haltérophilie, qu'est-ce qui te passionne? Et il me dit, moi, c'est la pêche à la mouche. Ok. D'accord. Moi, je ne suis pas pêcheur, j'y connais rien, etc. D'accord. Alors, j'aurais pu avoir cette attitude-là. Hein. Bon. Et puis, du coup, j'ai rebondi, bien sûr, avec une deuxième question. Mais qu'est-ce que ça a de particulier, la pêche à la mouche? Et c'est là il a commencé à faire un développement. Il m'a raconté tout sur la pêche à la mouche. J'ai enfin compris le film, et au milieu coule une rivière, pour ceux qui auraient vu ce film-là. Pour les jeunes, bon, à voir, à mettre sur votre liste de films à regarder. Je pense qu'il date d'il y a au moins 25-30 ans, le film. J'en vois qu'il y en a qui opinent de la tête du chef. Ok, merci beaucoup. Alors, maintenant, pour développer un peu plus votre curiosité et puis aussi votre mindset pour être dans l'accueil du nouveau, quelle est notre attitude en tant que scientifique quand nous accueillons quelque chose? Voilà ici la pyramide des preuves scientifiques. À la base, oh, j'ai entendu dire que... Bah, une rumeur, quoi, vous voyez. Ou alors, je connais quelqu'un qui... Bon, c'est déjà peut-être un petit peu mieux que j'ai entendu dire que... Ok. Ça marche pour moi. Alors, c'est pas parce que ça marche pour moi que ça va marcher pour tout le monde aussi, bien sûr. Ensuite, les experts disent... Ah, ça fait bien de dire ça aussi. Hein. Les experts disent que 11 millions d'informations... Il nous l'a dit ce matin, mon ami Vincent Leclerc, qui est au fond à la technique. 11 millions d'informations chaque seconde nous parviennent. Eh oui, vous vous rendez compte? Une expérience montre que, hein, et puis plusieurs études montrent que, et finalement, toutes les études montrent que. Voilà ce qu'il faut. En fait, ce qu'il faudrait viser, c'est aller vers le haut, quoi. Voyez. Alors aujourd'hui, à l'heure des fake news, hein, nous devrions vérifier un peu plus souvent les informations. Et vous le savez très bien, il n'y a qu'un seul jour dans l'année où les personnes adoptent vraiment la vérification des informations, c'est le 1er avril. Hein, bah oui, on va vérifier l'information. Alors je reviens à Clint Eastwood, ce monsieur de 94 ans, 31 mai. Eh bien, il va sortir bientôt un film qui s'appelle Juré numéro 2. Alors je n'ai pas encore l'affiche en français, je ne sais pas quand il va sortir. Et vous savez quel est le pitch de ce film? Vous savez qu'aux États-Unis, il y a 12 jurés. Et donc là, apparemment, le numéro 2, il aurait... Eh bien, le numéro 2, il va juger quelqu'un qui est accusé d'une affaire dont lui-même est le responsable. Intéressant, non? C'est bien ça, challenge ton mindset, parce que nous devons juger nos jugements. Nous devons nous remettre en question dans ce que nous croyons. Donc, comme Clint Eastwood, je vous invite à vous lever encore une fois. Allez, voilà, challengez votre corps, voilà. Parce que comme lui, vous ne voulez pas que la vieille personne entre en vous, d'accord? Voilà, des photos récentes hein, de Clint Eastwood. Et voilà, si comme moi, vous croyez fermement qu'il faut effectivement se remettre en question tous les jours, challenger son mindset, dit tous les jours je me lève et je challenge mon mindset. Tous les jours je me lève et je ne laisse pas entrer la vieille personne en moi. Allez, tous ensemble. Tous les jours je me lève et je ne laisse pas entrer la vieille personne en moi. Dites-le encore une fois. Tous les jours je me lève et je ne laisse pas entrer la vieille personne en moi. Voilà, oui, je vous challenge encore une fois. Tous les jours, je me lève et je ne laisse pas entrer la vieille personne en moi. Vous pouvez vous applaudir, bravo. Hein. Merci d'avoir joué ce challenge, vous pouvez vous rasseoir. Merci d'avoir accepté cela. Voilà, c'est effectivement un challenge. Dans toutes les informations que nous recevons, nous devons faire un effort. Et pour terminer, j'aimerais bien juste vous montrer que je suis un conférencier, j'interviens sur différents thèmes, et j'ai aussi écrit 2 livres,
dont un qui est disponible, qui est le J'ai de la chance. J'ai aussi une conférence là-dessus. Bien sûr, je suis aussi YouTuber, vous pouvez aussi suivre sur YouTube. Je ne suis pas un geek, vu mon jeune âge. Hein. Et si vous sortez vos téléphones, c'est la diapo suivante, regardez. Non, vous pouvez très bien prendre en photo. Sur la diapo suivante, vous avez le QR code de LinkedIn si vous voulez vous connecter avec moi. En tout cas, c'était un plaisir de partager ça avec vous. Et bien sûr, je suis ouvert à toutes vos questions. Merci beaucoup. Alors, question fermée. Avez-vous des questions? Non. OK. Question ouverte. Quelles sont vos questions? Qui derrière et qui veut bien se challenger pour poser la première question?